à tous. Je suis ravie de vous retrouver à cette journée Senteur Saveur dans la ville de Forcalquier. Nous sommes installés sur le magnifique plateau de Bleu Tomate. Merci de nous accueillir pour une série de conférences, débats, échanges où le public pourra effectivement nous poser des questions s'il le souhaite. Bonjour madame. Nous allons parler aujourd'hui de la diète méditerranéenne. Alors qu'est-ce que la diète méditerranéenne? C'est un mode de vie, c'est une façon de manger. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. Je salue Julie Rigaud, chargée du projet alimentaire territorial pour le parc naturel régional du Luberon. Bonjour. Julie, merci à vous d'être là. Denis Léron, chercheur émérite à l'INSERM, à l'Institut national de la santé et des recherches médicales, et expert en alimentation durable, bien évidemment. Et nous avons la grande chance, d'avoir Valerio Calabrese, qui est le directeur du musée vivant de la diète méditerranéenne de Piopi, en Italie. Valerio, bonjour. Buongiorno Valerio, che è appunto il direttore del Museo della Dieta Mediterranea a Piopi in Italia. Bonjour. Échanger avec vous parce que, historiquement parlant, on peut dire que la diète méditerranéenne est presque née chez vous, en fait, en Italie. Allora, cominciamo proprio da lei, perché possiamo dire che storicamente la dieta mediterranea nasce proprio a Piopi, nasce proprio in Italia. Sì, innanzitutto grazie per l'invito e un caloroso saluto dall'Italia. Donc, je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et un bonjour depuis l'Italie. Come si diceva appunto, la dieta mediterranea viene riconosciuta come un patrimonio mondiale dell'umanità e la sua culla, in qualche modo, il luogo a cui si fa riferimento per la sua nascita è proprio il Cilento, a Pioppi in particolare, dove sorge il nostro museo. Donc, comme évoqué, la diète méditerranéenne, elle est considérée patrimoine immatériel de l'UNESCO et elle naît effectivement ici à Piopi, dans le sud de l'Italie, là où il siège notre musée. Le ragioni... Allez-y Valerio. No, le ragioni di questa collocazione geografica sono prevalentemente due. Una è una ragione storica, perché nel nostro territorio, in questo territorio, ha visto l'esistenza la scuola eleatica di Parmenide, che è stato il filosofo presocratico che ha utilizzato il cibo e le erbe per curare la salute, e quindi ha una ragione storica. E poi perché dopo diversi secoli, negli anni 60, questo territorio ha ospitato gli studi e anche la permanenza per oltre 40 anni di Ansel Keys, che è il medico americano che ha scoperto i benefici della dieta mediterranea, coniandone anche il nome. Donc, pardon. On va laisser traduire Simona. Donc voilà, effectivement, on peut dire qu'il y a deux raisons historiques pour dire que la diète méditerranéenne naît ici. Il y a une raison qui remonte à la Grèce antique, donc avec le philosophe Parménide, qui est le premier à utiliser des herbes aromatiques pour la santé, pour la médecine. Et puis il y a une autre raison qui est celle, voilà, de la présence de Ansel Keys à partir des années 60 et pour une bonne quarantaine d'années sur place, où il a étudié, il a inventé, on peut dire, le concept de diète méditerranéenne. Ça a été, le nom a été posé par ce médecin américain. La diète méditerranéenne, donc une dizaine de pays, 7 pays, depuis une dizaine d'années sont inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La France, pas encore. Et pourtant, Dieu sait qu'il se passe des choses, et surtout sur le pays de Forcalquier. Julie Rigaud, vous travaillez pour le parc naturel régional du Luberon. Vous, la diète méditerranéenne, même si vous n'êtes pas inscrite à l'UNESCO, vous la pratiquez finalement au quotidien presque. Oui, effectivement, on a une grande chance sur le territoire du parc du Luberon, c'est d'avoir une grande diversité de paysages liés aux activités humaines, que ce soit agricoles et pastorales, ce qui fait que quasiment tous les ingrédients de la diète méditerranéenne se retrouvent cultivés sur le territoire. Et donc, ça permet d'avoir cette alimentation riche et variée et de qualité, avec une grande partie en agriculture biologique. Est-ce qu'on peut rappeler quand même les fondamentaux d'un parc naturel régional ? Quelles sont vos missions ? Alors,
l'émission d'un parc, déjà, c'est un territoire qui est reconnu au niveau national pour sa grande richesse au niveau des patrimoines. Donc au niveau du parc du Luberon, il y a 77 communes qui sont donc le territoire, c'est important de le dire, est délimité par la Durance au sud, donc le massif du Luberon, et ensuite la limite c'est les monts de Vaucluse. Et les missions d'un parc, en fait, c'est de fédérer autour d'un projet de territoire. Et ce projet, il touche vraiment toutes les thématiques, que ce soit culturel, que ce soit environnemental, agricole, patrimonial avec l'architecture. Et donc c'est d'amener toutes ces collectivités autour de ce projet de territoire pour essayer de le préserver, de le valoriser et de l'engager dans un développement durable et respectueux de la nature et de l'homme. Denis, vous êtes un grand spécialiste de la diète méditerranéenne. Vous travaillez sur cette thématique depuis un bon nombre d'années. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces pays de la Méditerranée pour qu'on puisse se réunir autour de la diète méditerranéenne? Disons que historiquement, ce qu'il y a de commun, c'est le fait de cultiver toute une variété de production ou d'élever un certain nombre d'animaux, en particulier des petits ruminants. C'est le cas de beaucoup de fruits, c'est le cas de beaucoup de légumes, c'est donc des céréales, et en particulier avec du blé dur. Donc tout ça, on le retrouve dans tous les pays du bassin méditerranéen. Même si historiquement, il y a très longtemps, en fait, ces productions sont venues pour la grande majorité d'Asie, un peu après la découverte des Amériques, et puis un peu venues d'Afrique. Et donc en fait, on retrouve toutes ces productions à différentes échelles dans tous ces pays. Et c'est ça, en fait, ce sont ces productions locales qui font en fait ce que les gens mangent et mangeaient depuis des générations et des générations. Et donc qui constitue cette alimentation méditerranéenne qui est très basée sur les produits végétaux. On a comme un triptyque de base qu'on peut rappeler quand même qui est commun à tous les pays de la Méditerranée. Oui, alors disons que c'est un triptyque de base, disons qui a plus un intérêt historique et culturel que alimentaire, hein. Puisque c'est les céréales, le blé en particulier, oui. Mais il n'y a pas que le blé, puisqu'on a aussi l'orge, on a aussi l'épeautre, la vigne. La vigne. Essentielle. Voilà. Mais disons que bon, c'est pas une culture alimentaire absolument indispensable, on va dire, mais elle fait partie du patrimoine. Et puis bien sûr l'olivier avec les olives et l'huile d'olive qui est une des caractéristiques très très particulières de l'alimentation méditerranéenne. Je vais revenir à Valerio. Simona a traduit en même temps tout ce qui se passe sur le plateau. Valerio, vous disiez tout à l'heure que c'est une culture ancestrale. Le titre de votre musée, c'est le musée vivant de la diète méditerranéenne. Comment vous le faites vivre au quotidien, cette diète méditerranéenne? Quindi si diceva che appunto la dieta mediterranea è un concetto ancestrale, ma voi il vostro museo si chiama Museo Vivente della dieta mediterranea, quindi come lo fate vivere al quotidiano? Il nostro è un museo vivente perché il territorio fa parte del nostro museo, ne fanno parte le persone, ne fanno parte le tecniche di produzione e di conservazione del cibo, ne fa parte il paesaggio, che sono tre elementi che necessariamente devono convivere per raccontare la dieta méditerranée. Alors notre musée, pardon, je suis partie d'une autre langue. Notre musée est vivant puisqu'il est intégré à notre territoire avec ces gens, les personnes qui l'habitent, les techniques de production et le paysage. Donc ce sont trois éléments qui travaillent ensemble, qui sont strictement liés. Est-ce que vous faites intervenir aussi les enfants dans ce travail de transmission de la diète méditerranéenne? Ci sono delle azioni per I bambini in questo lavoro di sensibilizzazione, cosa prevedete per loro? Sì, il nostro museo è prevalentemente un luogo di didattica e di divulgazione scientifica, rivolta soprattutto ai giovani. Abbiamo una serie davvero ampia di offerte laboratoriali, esperienziali, in cui gli studenti possono venire per trascorrere una giornata o più giorni andando ad entrare in contatto direttamente col territorio e con questa cultura che, pur essendo immateriale, ha tanti aspetti invece tangibili che possono essere vissuti
in una maniera appunto di apprendimento esperienziale. Okay. Oui, effectivement, nous avons plein d'actions pour les jeunes. Notre musée a une forte vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique également. Et donc, nous avons différents laboratoires pour les jeunes qui peuvent passer avec nous 1 ou 2 journées pour expérimenter en direct le travail, puisque c'est vrai que c'est un patrimoine immatériel, mais l'on peut toucher des graines, par exemple, l'on peut vivre les techniques de production et ça leur permet d'avoir une idée très concrète de ce qui est ce patrimoine. Julie, vous, au parc, vous avez cette même démarche avec la jeunesse de leur transmettre, et non pas travailler, de transmettre ce patrimoine? Oui, effectivement. Donc, au sein du parc, il y a tout un pôle éducation. Et justement, donc, on travaille en collaboration entre chargés de mission. Et il y a plusieurs manières d'accompagner et d'informer. Parce qu'effectivement, sensibiliser à toutes ces questions-là est absolument fondamental. Donc, il y a des écoles qui sont partenaires, enfin, des classes qui sont partenaires, où il y a des programmes pédagogiques. Il y a aussi des séjours au château de Biux, donc des séjours de la fourche à la fourchette, justement, pour pouvoir travailler pendant... Enfin, travailler, pardon, non. C'est pas un joli mot, travailler. Non, pas travailler. Voilà, transmettre et même jouer autour de certaines activités pour comprendre à quel point ce qu'on mange a un impact sur sa santé, mais sur aussi tout un tas de choses. Denis, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a 50 ans, Hans Selkes prône les vertus du régime alimentaire méditerranéen et qu'on glisse en fait dans une malbouffe depuis ces 40 dernières années? Qu'est-ce qu'on a raté à un moment donné? On a raté plusieurs marches, invisiblement. Hein. Ah, c'est sûr qu'on a raté beaucoup de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une urbanisation et une industrialisation très très forte. D'abord au nord de la Méditerranée, et puis qui aussi s'est passé aussi dans certaines zones du sud. Il y a eu la construction de l'Union européenne, qui a mélangé les gens du nord avec les gens du sud, beaucoup plus qu'avant. Et puis il y a eu le commerce mondial qui a mondialisé pratiquement tout ce qui se passe aujourd'hui maintenant, y compris l'alimentation, puisque... Maintenant, les aliments sont pas tous les aliments qu'on consomme aujourd'hui quelque part ne sont pas forcément produits là. Ils sont produits aux 4 coins du monde et bien plus loin que la Méditerranée souvent. Donc en fait, c'est cette disons, internationalisation du bassin méditerranéen qui fait que petit à petit, les gens ont perdu leur culture locale. Et dans cette culture locale, il y a les langues locales qui en font partie, et puis bien sûr il y a l'alimentation, puisque tous les jours on se nourrit, et que ce lien à la production et à la ruralité s'est beaucoup affaibli, et donc a laissé prise à l'influence mondiale. Julie, justement, on parle de ce lien à la ruralité. Nous, si on a souhaité venir ici à Forcalquier, c'est parce que on pense que le 04 porte, les Alpes de Haute-Provence portent ces valeurs depuis longtemps et est arrivé à les faire perdurer ces 40 dernières années. Est-ce qu'on a bien fait de venir ici? Vous allez me dire que oui, forcément, mais vous êtes d'accord avec ça? Je pourrais dire non, juste pour le débat. Oui, non, okay, effectivement. On va refaire une conférence après toutes les deux. Effectivement, Forcalquier est bien reconnu comme un territoire très dynamique sur ces questions. D'ailleurs, il y a le village vert avec le magasin de producteurs, voilà, magasin bio aussi. Univers paysan. Voilà, univers paysan, tout à fait, qui est là depuis des années, qui est vraiment dynamique. Il y a le marché paysan aussi. Enfin voilà, autour de cette ville, il se passe beaucoup de choses. Ça, c'est certain. Valerio, si on parle de Piopi, comment est le sud de l'Italie? Est-ce qu'il est très ouvert au développement durable, à l'agriculture durable, à l'alimentation durable? Tornando a Piopi, possiamo dire che il sud dell'Italia è attivo e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile e come? Ovviamente non tutto il territorio segue queste politiche, inteso come Sud Italia, allo stesso modo. Ci sono delle punte avanzate, sicuramente il Cilento, essendo anche un parco nazionale, essendo il parco nazionale che contiene la maggiore quantità di biodiversità d'Europa,
è una punta avanzata su questo tema, e lo è anche grazie al patrimonio della dieta mediterranea, perché abbiamo acquisito la consapevolezza di una ricchezza, di un valore che ha un grandissimo risvolto anche dal punto di vista della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. Ok. On ne peut pas dire que tout le sud de l'Italie travaille de la même manière ou est sensibilisé de la même manière à ces thématiques-là. Ce que je peux dire, c'est que le Cilento, donc notre zone géographique, est particulièrement sensibilisée et active. D'ailleurs, il y a un parc national qui regroupe ce territoire-là et qui a le plus gros pourcentage de biodiversité en Europe. Et donc nous, grâce aussi à la diète méditerranéenne, nous avons pris conscience de ce patrimoine, de cette valeur qu'il faut préserver, qu'il faut défendre, et bien évidemment dans une démarche de développement durable que nous portons. Ça veut dire, Julie, en écoutant ce que dit Valerio, quand il y a une notion de parc, qu'il soit naturel, régional, national, ça préserve de toute façon l'environnement. Il faut militer pour qu'il y ait plus de parcs. Alors, il faut bien faire la nuance entre parc régional et national. Justement, un parc naturel régional, contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'y a pas de cadre réglementaire. Il n'a pas pour vocation à contraindre, clairement. C'est un parc, ça permet justement de mobiliser une équipe, un territoire, des élus et... Voilà, mais c'est un travail vraiment en partenariat et où il doit y avoir une volonté, mais il n'y a pas d'obligation. Donc l'objectif, c'est justement de porter à connaissance, de sensibiliser pour faire évoluer les choses. Et notamment au niveau du Luberon, le fait qu'on soit labellisé, justement, que le projet alimentaire territorial soit là, donc labellisé depuis 2017, ça nous permet d'avoir des outils supplémentaires, des finances supplémentaires pour pouvoir aller sur toutes les thématiques liées à l'alimentation. Donc, depuis la préservation du foncier jusqu'à la production agricole de qualité et tout ce qui est restauration collective, et j'en passe, parce qu'il y a beaucoup de thèmes. Je pense qu'on a compris que la diète méditerranéenne, c'est un art de vivre, où on pense à l'agriculture, où on pense à ce qu'on va acheter, ou comment on vit, qu'on arrête de courir aussi partout comme on le fait avec nos téléphones, nos ordinateurs. On ne prend pas le temps de respirer, Denis. Hein. Et là, et manger. Manger, c'est quand même la base, vous qui êtes un grand expert de l'alimentation. Si on doit mettre en avant une des cuisines de la Méditerranée, laquelle pour vous est la plus proche de l'alimentation durable telle que vous l'imaginez et telle qu'elle est bonne pour notre santé ? L'Italie peut-être. Oui, disons que heureusement, il y en a plusieurs. Je dirais que ce qu'on peut manger en Provence, qui est méditerranéen, oui, il y a énormément de recettes et de plats qui sont excellents et tout à fait en accord avec ce concept d'alimentation durable. C'est aussi le cas de l'alimentation traditionnelle du Liban, qui a une grande variété aussi, avec beaucoup de légumes secs, par exemple. Qui est aussi un excellent modèle traditionnel. Bon, il y en a aussi au sud de la Méditerranée. Donc, en fait, le problème majeur, c'est ce qui s'est passé en termes d'évolution que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est qu'on parle au passé, là. On parle au passé. Actuellement, ce sont des modes d'alimentation qui sont en voie de disparition. Donc, le problème majeur, il est là. C'est qu'on parle du passé, alors que les scientifiques dont je fais partie, en 2010, on a fait une publication scientifique où on a réhabilité cette alimentation méditerranéenne, on a réactualisé la fameuse pyramide de l'alimentation méditerranéenne pour dans le cadre de la reconnaissance par l'UNESCO, pour essayer de ne pas laisser disparaître ce mode d'alimentation traditionnel. Donc l'enjeu majeur, il est là. Valerio, est-ce que vous êtes plus optimiste que Denis quant à l'avenir de la diète méditerranéenne ? Valerio, sei tu invece più ottimista rispetto al futuro della dieta mediterranea? Lo sono sicuramente, perché a mio avviso la dieta mediterranea rappresenta una grande chiave per affrontare le sfide del futuro. Sono d'accordo con ciò che diceva il professore che mi ha preceduto, però aggiungerei a quello che noi come consumatori abbiamo
una grande possibilità, che è quella di adeguare i nostri consumi ad un regime alimentare più corretto, più sostenibile, più ispirato ai valori della dieta mediterranea, proprio per fare la nostra parte nel prevenire i grandi conquassi ambientali legati ai cambiamenti climatici, e soprattutto per ridurre il consumo di risorse e lo spreco di cibo che ne sono sicuramente con causa. Alors oui, certainement. Je pense qu'elle a bien encore son mot à dire. Mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur Larion sur les dangers que nous courons aujourd'hui. Et en fait, je pense que nous avons tous la possibilité de jouer notre rôle, d'apporter notre petite pierre en choisissant de consommer raisonnablement, d'adhérer à ces valeurs pour justement défendre ce patrimoine et réduire les risques liés, les risques environnementaux liés à une consommation excessive. Voglio ricordare, se possibile, Certo. voglio ricordare che la dieta mediterranea nel 2012 è stata riconosciuta come il regime alimentare più sostenibile sul pianeta dalla FAO, proprio perché pone alla sua base prodotti di origine vegetale, di campo, proteine vegetali che consentono un consumo ridotto delle risorse naturali, a differenza invece di altri prodotti che sono presenti in altri regimi alimentari. Je voudrais... J'attends. Alors, on va peut-être laisser passer Oui, voilà, c'est ça. les 11 coups, enfin maintenant plus que 9. Peut-être que je peux vous chanter une petite chanson en attendant. Bah, en fait, on a des klaxons. Hein. Je vous rappelle qu'on est à Forcalquier en direct pour cette journée senteur-saveur qui va durer toute la journée. Et nous serons là pour vous parler de la diète méditerranéenne sur le plateau de Bleu Tomate. Simona, c'est à toi Oui. pour la traduction. Donc, je voudrais juste rajouter qu'en fait, en 2012, la diète méditerranéenne a été reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme le régime alimentaire le plus durable. Donc, c'est tout un... voilà, ça confirme tout ce qu'on vient de dire. Et donc, adhérer à ce régime alimentaire, ça nous permettrait d'apporter notre contribution à la sauvegarde de la planète. Valerio le rappelle, hein, la diète méditerranéenne, c'est un régime bas carbone. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la santé et pour l'environnement. Denis? Je sais pas, vous m'entendez là? Ouais. C'est effectivement une très bonne nouvelle puisqu'on dispose maintenant de pas mal d'études scientifiques qui l'ont montré et démontré. Les impacts sur l'environnement sont très réduits. La raison, elle est très simple. C'est le cas de toutes les alimentations qui sont basées sur les produits végétaux. Parce que la production des produits végétaux, des aliments végétaux, demande beaucoup moins d'énergie pour produire, beaucoup moins de surface agricole pour produire, beaucoup moins d'eau pour produire, et en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Et donc c'est établi et nous avons, le groupe de scientifiques méditerranéens dont je fais partie, nous avons publié en 2020 une synthèse de toutes les données sur les impacts environnementaux de l'alimentation méditerranéenne qui démontre, chiffres à l'appui, cette réalité. Donc oui, c'est un des modèles alimentaires qu'il faut absolument promouvoir si on veut une alimentation durable aujourd'hui. Julien, un dernier mot avant qu'on se retrouve plus tard dans la journée par rapport à ce qu'on vient de se dire. Il y a des choses que vous avez envie de partager avec nous sur cette diète méditerranéenne? Qu'effectivement, on a cette chance-là, donc comme on l'a dit à plusieurs reprises, d'avoir toutes les productions. Donc il faut que chacun prenne conscience que vraiment l'impact de ses choix de consommation agit sur le paysage, sur l'économie, sur sa santé. Donc magasins de producteurs, AMAP, marché paysan, vente à la ferme. On a vraiment beaucoup de points de vente, plus de 150 points de vente sur le territoire du parc. Donc voilà, on peut vraiment... Faites-vous plaisir, en un Oui, mot. voilà, faites-vous plaisir. Et c'est en soutenant ce type d'agriculture qu'on choisit aussi notre modèle de société. Et pour finir, hormis donc tout ce qui est produits effectivement végétaux, il y a de l'élevage extensif, pastoral, qui permet d'entretenir les paysages. Et c'est des filières aussi à soutenir. Voilà. Un cercle vertueux.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que l'élevage respectueux des animaux et des hommes, ça existe. On l'a sur le territoire et il faut le soutenir. Voilà, merci. Je vais remercier chaleureusement mes invités. Valerio Calabrese, merci beaucoup. On va venir vous voir à Piopi. Hein. Maintenant que nous sommes connectés, on va faire d'autres choses. On va refaire le monde ensemble avec la diète méditerranéenne. Donc, grazie mille, grazie per la sua partecipazione e verremo certamente a Pioppi a trovarvi perché c'è tanto da fare ancora. Grazie a voi e spero che ricambiate insomma, il nostro invito. Mi farebbe molto piacere visitare anche quei territori che amo molto e che sono davvero straordinari nel sud della Francia. Grazie mille, vi aspettiamo chiaramente e mi auguro di poter venire anch'io a visitare questi luoghi. Ah, beh, oui, no. On a une traductrice merveilleuse qui traduit en italien. Non, mais nous comprenons. J'étais convaincue en plus. Non, merci beaucoup et bien évidemment on vous attend et j'espère moi-même pouvoir visiter votre territoire que j'apprécie énormément, donc le sud de la France. On va l'organiser bientôt. Maintenant qu'on a une super traductrice, on va pouvoir faire plein de choses. Merci à tous les deux. Grazie ancora. Julie, on va se retrouver dans l'après-midi parce qu'on parlera un peu plus agriculture. Il y aura Florian Pascal justement qui est le président des marchés, des magasins de producteurs qui sera là. Donc on va pouvoir revenir sur le local et on parlera aussi du prix parce que c'est quand même quelque chose d'important pour les gens qui nous regardent, savoir comment faire pour pouvoir manger sain, local et quand même pas trop cher. Et nous, Denis, on va se retrouver dans quelques instants parce qu'on va vous parler des bienfaits de la diète méditerranéenne sur notre alimentation. Vous allez découvrir tous les secrets, toutes les bonnes associations que nous allons pouvoir réaliser, tous les menus qu'on va pouvoir concocter pour bien manger. Et nous serons en ligne avec Rekia Belhassen, qui est professeure de nutrition aussi au Maroc. Elle nous parlera aussi des problématiques liées à l'alimentation au Maroc, parce qu'eux aussi ont beaucoup de problèmes, notamment sur le diabète. On se retrouve tout à l'heure. Merci à l'équipe de Bleu Tomate qui sert merveilleusement les propos de la diète méditerranéenne. À tout à l'heure.